pour votre rendez-vous avec nous, avec Ensemble c'est mieux, rendez-vous quotidien sur France 3 Paris, Le France tous les jours à 10h50, votre magazine de l'info pratique, des solidarités et du mieux vivre ensemble, des principes que nous nous appliquons en équipe, vous le savez, avec Nicolas Deuil, Julie Jacquard et Raphaël Yem qui vont vous présenter le sommaire de ce mercredi dans quelques secondes à peine, un sommaire placé sous une couleur et 3 mots, ça sera le vert. Et pour les mots, c'est Charlélie, Bouture et Good Planet. On va être très vert aujourd'hui dans Ensemble c'est mieux, l'écologie sous tous ses aspects par le biais de personnalités, d'initiatives. Soyez bien avec nous jusqu'à 11h40. On est raccord. On est raccord, on est vert en tout cas et on reste vert et jeune. On va évidemment d'abord répondre à toutes vos questions du quotidien et ça sent le printemps, Julie. Et oui, ce matin on va parler jardinage, on l'a dit, on est vert aujourd'hui. Jardinage et plus précisément bouture avec l'arrivée des beaux jours. On a envie de fleurir ou de verdir nos balcons ou nos maisons. On va recevoir dans un instant Philippe Collignon. Vous le connaissez bien, il est chroniqueur TV pour spécialiste du jardinage et il va nous donner tout un tas de conseils pour réussir nos boutures et il répondra bien sûr à vos questions. Et il promet même que ce soit simplissime. On va le mettre à l'épreuve évidemment. Ensuite, on recevra une grande figure de l'écologie et de l'humanisme. Absolument, il a été acteur, réalisateur, patron d'agence de presse, photographe, il a tout fait. Il est engagé pour la planète, vraiment. Il vient nous en parler via la fondation Good Planet. Et puis vous avez aussi sûrement sur votre table basse un de ses livres, Entre les cacahuètes et les tucs, La Terre vue du ciel. C'était lui aussi, c'est Yann Arthus-Bertrand. Et puis ensuite, Charlélie Couture nous rejoindra, chanteur, musicien, poète, plasticien. Il jouera en concert son tout nouvel album qui s'appelle Même pas sommeil. Ce sera ce vendredi au Trianon. Écolo, lui aussi, depuis longtemps. Ils auront beaucoup à échanger avec Yann Arthus-Bertrand. Ce sera en 3e partie. Et puis Ensemble c'est mieux, vous le savez, c'est partout, en Ile-de-France, au plus près de vous. Et ça, c'est la grande mission de Raphaël Yem et de Laurane Billot. Bonjour à tous les deux. Vous êtes aujourd'hui à Saint-Ouen-l'Aumône et vous donnez là encore beaucoup de votre personne. Puisque vous êtes dans une chocolaterie solidaire. Vous préparez Pâques, mais à votre façon, quoi. Salut Valérie, salut tout le monde. Effectivement, on a beaucoup sué en début de semaine. Vous vous rappelez, lundi, on a fait du massage cardiaque. J'en pouvais plus. Hier, on a fait du sport pour tous, ok, avec des seniors. Mais quand même, j'étais un peu fatigué. Qu'est-ce qu'on fait mercredi? Amis du petit déjeuner, amis du brunch. Bah oui, réconfort, chocolat. On fait ça un petit peu tard. On a juste avant midi pour s'empiffrer autant qu'on veut. Et là, justement, je vous dis la vérité, on est en duplex de Saint-Ouen-l'Aumône dans une zone artisanale. Donc peut-être que la réception sera pas très bonne. Je m'en excuse d'avance. Mais on avait vraiment envie de vous faire découvrir cette chocolaterie pas comme les autres, qui a été lancée par Nadine. Nadine, comment ça va? Viens par là, ma chérie. Comment ça va, Nadine? Bien, très très bien. Nadine, pourquoi est-ce que je dis que c'est une chocolaterie pas comme les autres? Alors, c'est une chocolaterie pas comme les autres parce qu'ici, on fabrique nous-mêmes notre chocolat depuis la plantation jusqu'ici sans intermédiaire. Nous faisons tout de A à Z. C'est aussi une chocolaterie particulière parce qu'elle est engagée, parce qu'elle emploie des personnes en situation de handicap. Notre effectif est à 80% handicapés, mais également parce qu'elle soutient le petit producteur. Mon père était cultivateur de cacao. Ah, c'est ça qui t'a donné envie? Oui, j'ai baigné dans cet univers dans mon enfance, dont le cacao, la fève, je suis incollable en matière. Mais attends, tu sais, d'habitude, les entreprises vont pas jusqu'à 80% de personnes en situation de handicap, et d'ailleurs, c'est dommage pour elles. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, justement, de te dire, allez, je m'engage pour l'insertion des personnes en situation de handicap? Alors, parce que les personnes en situation de handicap rencontrent de réelles difficultés pour trouver un emploi. Leur taux de chômage est de 20%, soit le double de celui de la population générale. Et moi, je suis engagée depuis 20 ans. J'ai même créé une association qui vient en aide aux personnes en situation de handicap. Et d'où la création de cette chocolaterie qui n'emploie quasiment que les personnes en situation de handicap. Mais il y a un truc particulier qui t'a fait justement pencher de ce côté, dans cet engagement? Alors, je n'en sais rien. Peut-être que dans une autre vie, j'ai été handicapée ou alors j'ai eu un enfant handicapé. Mais toujours est-il que je suis engagée depuis 20 ans et ça vient des tripes. Et, voilà. Pensez-y, les amis. En tout cas, ici, c'est le Févier d'Or. On peut aller voir comment se fabrique le chocolat, alors? Oui, alors, mais en attendant, vous allez vous habiller. Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas mis la Charlotte, le tablier et tout ça. Hein. Ça fait longtemps. Les amis, je vous retrouve tout à l'heure. On va vous montrer comment on fabrique du chocolat.
Mais on va se faire, voilà, on se fait un peu de relooking, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Nadine me paraît absolument géniale. On va prendre plaisir à vous retrouver au fur et à mesure de cette émission. Allez, ensemble, c'est mieux, c'est parti. Et d'abord, on répond à toutes vos questions autour des boutures. Bonjour, le printemps est là, pas forcément côté météo ce matin, mais ça nous donne envie de verdure, de s'occuper de son jardin, de son balcon, de ses plantes d'intérieur. On a envie de butiner et de bouturer, bien sûr. Mais comment on fait? Est-ce que c'est difficile? Quelles plantes peuvent être bouturées? On a plein de questions pour vous, Philippe Collignon, notre copain de Télématin et de C'est au programme, la chaîne d'en face. On est ravis de vous recevoir. Évidemment, spécialiste jardinage. Et puis, vous venez de signer dans la collection Simplissime, qui est une collection absolument géniale, le livre de jardinage le plus facile du monde. Donc vous êtes l'homme de notre situation. Est-ce que les boutures, parce qu'on est en Ile-de-France, tout le monde n'a pas un jardin forcément, est-ce que c'est valable pour les plantes de balcon, pour les plantes d'intérieur aussi? C'est valable pour tous les franciliens? Exactement, plantes de balcon, plantes d'intérieur, beaucoup de plantes d'intérieur se bouturent presque toutes. Le feuillage, les tiges herbacées, les tiges ligneuses, tout se bouture, mais il faut savoir le faire. C'est-à-dire qu'il y a des périodes pour le faire et il y a des périodes pour ne pas le faire. Et puis voilà. Donc l'intérêt d'une bouture, c'est quoi? C'est de multiplier facilement, simplement, de reproduire un petit peu la plante de façon économique, évidemment, ce qui vous donne à peu près la même plante à l'origine, à part pour quelques rosiers ou quelques fruitiers. Alors justement, oui, les techniques sont variées. Bouture simple, en crossette, en plançon tout simplement, dans l'eau. Le principe est toujours quasi le pour même. Nous, ce sont des mots. Il va falloir nous expliquer. On fait les experts, mais pas du tout. La bouture, en tout cas, existe depuis la nuit des temps. Mais ça consiste en quoi exactement? La réponse en image. Le 5 juillet 1996, à Édimbourg, le premier mammifère cloné à partir d'un autre individu naissait secrètement dans les locaux de l'Institut Roslin. L'annonce de la naissance de Dolly, cette jolie petite brebis clonée, fait rapidement le tour du monde. Pourtant, depuis des siècles, l'homme clone des plantes sans pour autant faire la une des journaux. Et oui, quand vous bouturez vos rhododendrons, vous faites en quelque sorte du clonage. Faire une bouture, ça vous tente? Rien de plus simple. Découpez une belle branche, enlevez quelques feuilles et plantez-la dans la terre. Quelques semaines plus tard, la branche deviendra un nouveau rhododendron. C'est la magie du bouturage. En vieux François, on disait d'une branche coupée qu'il fallait la bouter en terre. La mettre en terre, quoi. Le temps passant et le langage évoluant, le mot bouter est devenu bouture. Mais alors, qui a eu en premier cette drôle d'idée de bouturer des plantes? Eh bien, c'est tellement ancien qu'on n'en sait rien. Le vent et les tempêtes faisaient déjà ça très bien tout seuls. Les humains ont juste copié Dame Nature pour multiplier les plantes. Et ce qui est fabuleux, c'est que l'on peut bouturer des milliers de variétés différentes. Poiriers, chèvrefeuilles, lilas, romarin et même les cactus. Et en respectant les saisons et les variétés des plantes, vous pourrez tout multiplier. Alors, avant de sortir votre sécateur, commencez par vous renseigner. Vous avez... Ils sont bien ces petits sujets. Nous, ouais, moi j'aime bien. Et nous, c'est vrai qu'on les aime bien aussi. Bien. Philippe, pour parler de bouturage, déjà, on peut dire quoi? Que c'est comme du clonage, en gros? Oui, on peut dire comme c'est du clonage. On prend une plante mère et on en fait des plantes filles, voilà, qui ressemblent à la maman en général. Pas toujours, parfois, elle est parfois un peu plus fragile. Par exemple, pour les rosiers, c'est difficile de les bouturer. Ça se bouture très facilement, le rosier. Mais parfois, sur certaines variétés, on n'obtient pas tout à fait la même rusticité, la même vigueur que la plante d'origine. Exactement. Parfois, ça part un petit peu à volo. Voilà, il vaut mieux un greffage pour le rosier. Est-ce que les boutures, c'est comme la mayonnaise, ça peut ne pas prendre? Oui, en fait, c'est la main verte. C'est-à-dire, quand on fait ça avec vraiment, plaisir... ça existe, la main verte. Oui, mais la main verte, c'est quoi? C'est tout simplement l'intérêt que l'on met dans ce que l'on fait. Et que je m'accrochais pour être abandonnée, en fait. Non, mais c'est comme le bricolage. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de bricoler, vous ferez du mauvais bricolage. Si vous n'avez pas envie de jardiner parce que c'est une contrainte... Il faut leur parler aux plantes. Non, mais il faut leur parler, il faut les caresser. Regardez, la sylvothérapie, de caresser un arbre, apparemment, ça fait du bien, mais c'est vrai. On a une petite question de Riable du Kremlin Bicêtre. Y a-t-il une meilleure saison ou plusieurs saisons pour bouturer? On peut bouturer. L'idée, c'est d'avoir un peu de bois sur la bouture. On va dire qu'elle est lignifiée. C'est-à-dire que vous avez
une tige verte, et puis souvent, après, il y a du bois qui se fait à partir de oui. juin, juillet, août, et c'est là-dessus que les racines vont apparaître. Sinon, une plante d'appartement, ça se bouture à peu près toute l'année, même sur du verre. Vous prenez une feuille de philodendron, vous savez, ces grandes feuilles qui reviennent vraiment à la mode, vous la trempez dans l'eau, et vous mettez un petit peu, moi j'aime bien mettre de l'aluminium autour de, par exemple, du bocal qui contient l'eau. Ça me paraît pas très écolo sur le principe de mettre de le l'aluminium on peut le autour d'une recycler, plante. hein. Après on peut faire son petit saumon à étouffer. Mais Sans d'autres cavillaud. parce que les racines apparaissent dans l'obscurité. C'est-à-dire que quand elle apparaîtra beaucoup plus facilement que si vous mettez votre bocal en pleine lumière. La plante bouturée est forcément une copie conforme de la plante initiale? En général, oui, sauf sur certaines variétés, comme je vous le disais, c'est exactement une copie conforme. L'idée aussi d'une bouture, pour la facilité, quand on va en pleine nature, on prend souvent une pomme de terre ou une courgette, et ça va nous faire notre petit sac à boutures. C'est-à-dire, vous prenez vos boutures dans la nature et vous les piquez dans cette courgette ou dans cette patate, parce que la pomme de terre ou la courgette va garder l'eau et ne va pas faire dessécher la bouture. Et vous rentrez chez vous, vous avez une cinquantaine de boutures prélevées et vous les bouturez soit dans l'eau, soit dans la terre. Et puis la courgette, on la refait avec le papier qu'on a fait utiliser avec le sang. On la mange. On ne viendra pas manger chez vous tout de suite, Philippe, mais très bien. Est-ce que ça affaiblit la plante donneuse? Non. Il ne faut pas non plus lui enlever toutes les branches, mais ça n'affaiblit pas la plante donneuse. Au contraire, ça peut justement l'élaguer et donc pratiquer la taille de transparence. Ce qu'on appelle la taille de transparence, c'est laisser passer la lumière dans la plante, et la taille est essentielle pour tous les arbustes à fleurs. C'est tout le temps après la floraison. Est-ce qu'il y a des techniques, enfin on l'a dit déjà, mais quelles sont les différentes techniques de bouturage? Alors, les plus simples, vous coupez votre bouture, vous la rabaissez de 1 ou 2 yeux. Vous savez, il y a des petits yeux, c'est-à-dire des petites boursouflures. Vous laissez 2 ou 3 yeux. Vous coupez les feuilles en 2. Vous ne les laissez pas entières sur la bouture parce qu'elles demandent trop d'énergie pour la bouture. Donc vous coupez les feuilles en 2, ce qui vous permet aussi d'avoir une photosynthèse sans épuiser la bouture, et vous la plongez dans l'eau. Soit vous coupez droit, soit vous coupez en biseau, ou alors vous faites votre bouture à talons. Vous en avez parlé tout à l'heure. Vous arrachez un petit peu la bouture de l'arbre et vous conservez une partie de l'écorce de l'arbre d'origine de la plante maman. Et ça alors le matériel, qu'est-ce qu'il faut? Un petit sécateur? Un sécateur que l'on désinfecte à chaque fois avec de l'alcool à brûler ou de l'alcool à 90. Oui, parce que si vous ne désinfectez pas votre sécateur entre chaque plante, vous allez communiquer certaines maladies, notamment des virus qui peuvent se transmettre par un sécateur mal désinfecté. Il faut qu'il soit bien affûté, évidemment. Si vous écrasez comme une opération chirurgicale. Exactement. Un bon sécateur, c'est déjà être un bon jardinier. Des petits pots de la terre. Petits pots, de la terre, de l'eau. On peut avoir acheté aussi de l'hormone de bouturage. C'est une sorte de poudre, de liquide que l'on met sur la plante et qui stimule la plante pour émettre des racines. Est-ce que c'est bien légal? Oui, c'est légal, c'est un peu moins écolo. Sinon, les anciens en mettaient dans la bouche parce qu'on a des auxines, des hormones qui sont stimulantes pour la bouture. Attention pour les plantes toxiques en revanche. Vous la sucez avant de la planter. La question de Flavie, tout de suite, elle s'adresse à vous, elle habite à Versailles. Bonjour, je m'appelle Flavie, j'habite à Versailles et j'avais une question en fait sur les boutures. J'aimerais offrir un rosier à ma mère qui était dans sa maison de campagne et du coup j'aimerais bien savoir comment je pouvais le bouturer. C'est très simple, il faut le faire à partir du mois de juin-juillet pour que ça soit un peu lignifié. Vous coupez une petite tige avec 2-3 yeux, vous coupez toujours les feuilles simplement comme je vous ai dit en 2 et vous trempez ça dans du sable humide à l'étouffer, c'est-à-dire comme le saumon en papillote. Vous mettez un petit sac en plastique sur le pot, ce qui permet d'avoir de l'hygrométrie autour de la plante, elle se dessèche moins. Et là, l'année suivante, vous aurez déjà une bouture racinée. Il faudra attendre 1 ou 2 ans avant d'avoir la première fleur, Flavie. Est-ce que je peux bouturer des herbes aromatiques? Ou ça sert à rien? Les herbes aromatiques, souvent, c'est ce qu'on appelle, c'est pas une bouture, c'est une division. C'est-à-dire que lorsque la plante est bien touffue, vous la coupez en 2 ou en 4 et ça vous permet d'avoir 3 ou 4 plantes aromatiques. La bouture, peut-être le basilic, c'est pas mal aussi, voilà. Est-ce qu'il faut forcément un branchage, du coup? Il faut forcément un branchage pour bouturer? Non, vous avez en plante d'appartement, vous pouvez prendre des feuilles avec des grosses tiges et ça se bouture facilement. Julie, vous aviez vous aussi des idées à nous faire partager parce que vous nous le disiez, la mode c'est aussi d'avoir sur son balcon son propre potager. Alors il y a les jardins urbains, mais ça peut être aussi individuel. Parce que contrairement aux idées reçues, il n'y a pas besoin d'avoir des hectares pour cultiver ces légumes. Quand on compte nos mètres carrés à l'extérieur sur les doigts de la main, on peut opter pour un potager vertical par exemple. Sur un balcon, les salades, les tomates, les aromates et même les fraises poussent bien à condition d'avoir du soleil bien sûr. Vous pouvez
donc fabriquer votre potager à partir d'une palette, par exemple, dont vous habillez l'intérieur d'un tissu de plantation. C'est joli, oui, ça décore. Ouais. Et là, vous remplissez de terre et vous faites attention, bien sûr, de choisir une palette qui n'est pas traitée chimiquement. Vous pouvez également vous servir de gouttières pour suspendre vos plantations. Ces gouttières, alors les gouttières ne sont pas profondes, donc que vous pourrez ne mettre que des plantes qui ne font pas trop de racines, et vous trouverez des tutos sur Internet pour vous accompagner dans la fabrication. Autre solution, plus simple, c'est de suspendre différents pots dans lesquels on met différents plants. N'hésitez pas à varier les plaisirs, les légumes, aromates et même pourquoi pas des fleurs comestibles. Ça apporte un peu de couleur sur le balcon et dans l'assiette après. Pour le poisson en papillote. Exactement. Et si on n'a pas de balcon, Julie, il y a des solutions? Oui, si on n'a pas de balcon, Valérie, maintenant on peut faire son potager à l'intérieur grâce à 2 jeunes Parisiens qui ont eu l'idée de fabriquer un potager dans leur table basse. Une idée qui a depuis bien poussé puisque les premiers potagers d'intérieur seront disponibles mi-mai. En fait, il s'agit d'un caisson en bois dans lequel on peut faire pousser 20 variétés de fruits et légumes en plus d'herbes aromatiques. Pas besoin de terreau, eux, ils utilisent la technique de l'hydroponie, c'est-à-dire de l'eau et un substrat à partir de fibres de coco dans lequel on plante les graines, des graines qui poussent ensuite grâce à la lumière de LED. Leurs graines sont certifiées bio et françaises et donc grâce à Urban Cuisine, c'est son nom, on peut donc avoir des carottes, des tomates et même des fraises toute l'année. Il faut compter entre 10 et 25 jours selon les variétés pour récolter ses premiers fruits et légumes. Côté prix, ça vous coûtera entre 40 et 180 € selon le nombre de plants et la taille du caisson que vous aurez choisi. Ah ben voilà, pour toute l'année, c'est une à chaque fois, hein, la fraise. Hein. C'est une petite après, ça se développe. Là, c'est le début, mais après, ça se développe. Et, merci beaucoup, Philippe Collignon. Vous embrassez nos copains d'en face de France 2. Simplissime, le livre de jardinage le plus facile du monde. C'est aux éditions Hachette Pratique. Juste la période de bouturage, c'est maintenant ou ça peut s'étaler selon les plantes? Ça peut être toute l'année, tout dépend des plantes. Mais maintenant, on peut faire beaucoup de plantes d'intérieur. Après, il faudra attendre un peu la lignification, juin, juillet, août, pour avoir les bonnes boutures. Bon, bah, très bien. Revenez nous voir très vite. Avec plaisir. On attend évidemment vos questions pour notre thème de demain, Nicolas. Oui, vous allez peut-être franchir le pas, faire votre demande. Ok, votre demande en mariage. En revanche, pensez évidemment à un contrat. Il faut mieux y penser avant parce qu'apraprès... c'est trop tard. Alors allez-y, c'est parti, 0805 383 383. Moi j'en ai un. C'est le moment. Le mail paris-idf@ensemblemc'estmieux.fr et puis la page Facebook Ensemble c'est mieux avec France 3. Allez-y, vos questions, on est là pour y répondre. On y répondra dès demain. Et puis maintenant, on va partir retrouver Raphaël Yem, qui, vous le savez, est à Saint-Ouen-l'Aumône ce matin dans cette chocolaterie qui s'appelle le Févier d'Or et qui a non seulement la particularité de vous fournir en chocolat pour Pâques, mais aussi de faire du chocolat équitable et solidaire et de vous promettre aussi un style bien particulier qui va extrêmement bien. Vous avez une belle touche, une touche d'or. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que je souris plus que d'habitude, là? Mais parce que je me goive de chocolat depuis tout à l'heure, Valou. Normal. Là, on va vous montrer justement comment est-ce qu'on fabrique ce chocolat. Une question que vous n'avez pas posée en plateau à Philippe. À quel moment on fait pousser le cacaoyer? Ah oui, ça c'est une vraie question. Parce que voilà, Manadine, à la base, on part de la cabosse. Oui, on part du cacaoyer qui produit des cabosses. Et à l'intérieur des cabosses, il y a les fèves. Ah, les fèves. Alors les fèves, elles sont là, elles sont récoltées, elles sont ici. Hein. Oui, les fèves nous viennent directement de la coopérative au Cameroun. Donc est-ce qu'on peut montrer justement, il y a Fabien aussi qu'on va présenter dans quelques instants, qui en plus d'être un super élément de cette boîte est ton mari, parce qu'on travaille aussi en famille ici. On va vous montrer justement ces fèves de cacao qui sont ici. Comment vous avez fait pour sourcer tout ça ? Alors, nous avons fait partir au Cameroun un groupe de 8 ingénieurs agronomes français qui sont allés identifier... Des gens d'où en plus? Des gens de Cergy. Des gens de Cergy, ouais, des on est sur du local, voilà. Donc, ils sont allés identifier chaque plantation avec chaque cultivateur de cacao. C'est pratique, mais surtout, nous ont répertorié les agroforêts. Parce que une plantation avec du café ou des manguiers va apporter des notes particulière à notre chocolat. Donc, c'était vraiment important que ces jeunes partent sur place, identifier chaque plantation. Nous avons des plantations centenaires. Centenaires. Vous avez vu Fabien, justement, monsieur, en train de placer ses fèves de cacao sur des plaques. Et justement, avec Laurent Billon, on va vous montrer où est-ce qu'elles finissent, ces plaques. Tranquillement, elles finissent dans ce four. On fait cuire à combien, Nadine? 120, 110 degrés, hein? Alors, tout dépend du chocolat. Regardez. Ah bah viens par là, mon Fabien. Comment ça, Fabien? Oui, donc là, on va torréfier cette fève.
Voilà, donc on a déjà défini une température et un temps. Donc ça file au four, on est d'accord. Une fois que ça file au four, les amis, on n'en reste pas là. Parce qu'une fois que ça sort, voilà, on récupère des fèves torréfiées, je me trompe pas? Oui, tout à fait, ce sont des fèves torréfiées à qui nous allons maintenant enlever la peau. Nous, on le fait ici manuellement, tout est fait manuellement. Tout est fait manuellement, dans quoi? Montrez-moi la machine rapidement, les amis. Alors, donc c'est cette machine qui nous permet... Tiens, regarde, mets-toi de côté parce que sinon on voit que ton dos, Nadine. Hein? Alors, donc c'est cette machine qui va nous permettre d'enlever la peau. Une démonstration, c'est bizarre, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un aspirateur au fond. Oui, donc en fait, il y a un aspirateur et hop, et on fait vraiment manuellement. On enlève la peau, elle sort. Alors ensuite, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire du gruet. Regardez. Qui va sortir ici. Voilà. Oh là là, c'est l'odeur du paradis. Oh là 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 là, laissez-moi ici, je ne reviens plus avant, va France 3 Paris, je reste ici. Donc ça, le gruet, ça va nous servir à faire du chocolat. Et ce qui est génial aussi, les amis, c'est que là, on a récupéré les écorces, les peaux. Regardez, elles sont là, les peaux, les amis. Elles sont dans un sac poubelle. On ne va pas les jeter. Ces peaux, Nadine, tu peux nous montrer. C'est un engrais naturel. Et d'ailleurs, les clients qui viennent acheter du chocolat repartent aussi avec un petit sac d'engrais 100% naturel. Les amis, juste après, on va aller du côté de la chocolaterie, des fontaines à chocolat. Vous n'avez pas envie de rater ça. À tout à l'heure. En tout cas, c'est un gros effet sur vous. Merci beaucoup, Raphaël. Ensemble, c'est mieux se poursuit. Et c'est une grande fête qui se prépare ce week-end, grande fête de l'écologie, du partage, de la transmission. La Fondation Good Planet au domaine de Longchamp vous accueille tout le week-end et c'est du coup une grande fête pour nous que de recevoir à cette occasion Yann Arthus Bertrand. C'est Ensemble Citoyen. Yann Arthus Bertrand, soyez le bienvenu. Vous êtes l'une des personnalités préférées des Français, photographe, réalisateur. Vous nous avez fait découvrir le monde vu du ciel, écologiste, humaniste, convaincu depuis des décennies. On va vous retrouver ce week-end à faire, vous aussi peut-être, les animations pour la réouverture du domaine de Longchamp, siège de la Fondation Good Planet. La Fondation Good Planet, elle existe depuis 2005. Le domaine de Longchamp, vous l'avez investi depuis 2 ans précisément. Comment est-ce qu'on peut qualifier ce lieu? D'abord, c'était un rêve absolu de créer vers un endroit où règne la gentillesse, la bienveillance et de mélanger l'humanisme, vivre ensemble aussi avec des problèmes écologistes. Donc on parle aussi bien des abeilles. Par exemple, on va ouvrir ce week-end dans la tour qu'on voit à gauche là sur la photo. On a fait une énorme ruche géante de 15 mètres de haut avec des grosses maquettes d'abeilles que les enfants vont pouvoir, les reines, les larves, les ouvrières. Et puis aussi, on a par exemple, j'ai fait amener 2 bateaux en bois de réfugiés de Lampedusa qui allaient être cassés. Et je trouve ça incroyable qu'on casse ces bateaux, que c'est un bateau historique. Donc on a fait venir 2 bateaux en bois et on fait une installation pour parler des problèmes des réfugiés. Donc vraiment, on en parle un petit peu de tout. Et surtout, la grande nouvelle, c'est grâce à la Fondation Métro, on a ouvert une école de cuisine, une école d'alimentation. Donc gratuit. Faut pas oublier que c'est un week-end d'activité gratuite. Oui, c'est toujours gratuit à la Fondation Good Planet, parce que je pense que voilà, on ne monnaie pas l'écologie, ni l'environnement, ni la conscience. Et donc une école de cuisine formidable où les enfants, à partir de 3 ans jusqu'à même les gens âgés, pouvoir apprendre à faire de la cuisine responsable. On peut même apprendre à faire un apéro bio, voire vegan à l'occasion du week-end. Il y a plein d'activités. C'est vous qui faites tous les ateliers? Moi, je suis très mauvais en cuisine. C'est l'occasion jamais. Non, mais c'est important la nourriture, parce qu'à travers la nourriture, on peut parler de développement durable, bien sûr, parler de commerce équitable, on peut parler de pauvreté, on peut parler du travail des femmes, on peut parler des pesticides. Donc c'est vraiment, à travers la nourriture, c'est vraiment d'abord des actes citoyens forts. Pourquoi il ne faut pas manger la viande industrielle? Pourquoi il faut aider les paysans qui font du bon boulot? C'est vraiment, je pense que c'est le premier acte le plus facile qu'on peut faire, c'est de... Et puis la nourriture, c'est tous les jours, parce qu'on mange 3 fois par jour. C'est un moyen de partage. C'est vraiment tous les jours, 3 fois par jour, on fait des choses. Donc c'est important de le faire. Et puis aussi, on a une énorme expo vidéo sur le monde sous-marin. Jacques Perrin nous a donné accès à toutes ces images d'océans et aussi Denis Lagrange avec des images extraordinaires de baleines. Donc c'est vraiment très familial et très engagé. On a 300 bénévoles qui travaillent avec nous. Vous imaginez, c'est la couleur que ça donne à cet endroit. Mais c'est important, c'est un week-end de fête, on l'a bien compris, mais c'est important que c'est ouvert toute l'année. Toute l'année, mais ce week-end c'est la réouverture. C'est important que que la conscience écologique soit un synonyme de fête aussi pour que les gens aient envie de s'engager et envie d'être plus sensibilisés aussi
à ça? Je pense qu'agir rend heureux. On ne peut pas regarder le monde d'aujourd'hui se déléter comme en train de se passer sans être acteur de ce changement. Je pense que le fait d'agir, eh bien, vous permet de supporter ce qui est en train d'arriver. Parce que le changement climatique est arrivé. On sait bien qu'on ne va pas l'arrêter. On se rend bien compte que les derniers articles du Monde, il y a quelques jours, on n'a jamais eu tant de CO2. Le CO2 dans l'atmosphère, c'est ce qu'on a eu il y a 5 millions d'années. Vous imaginez? On récupère un climat comme il y avait 5 millions d'années, à l'époque où l'eau était 15 mètres plus haut. Il va se passer des choses, on va vers un monde inconnu, et c'est certainement à travers l'entraide, la compréhension, qu'on arrivera à changer les choses. Mais c'est aussi en faisant des activités un peu festives, c'est-à-dire il faut que l'écologie, vous parlez d'écologie positive, joyeuse, et voilà, joyeuse, partageuse, et pas forcément toujours à... Mais c'est drôle parce que ce que vous me dites, parce que c'est normal d'être pessimiste aujourd'hui. On ne peut pas regarder les chiffres. Quand le WWF vous explique qu'on a perdu 60% du vivant en 40 ans, vous ne pouvez pas continuer à rigoler. Je pense que, bien sûr que c'est ensemble qu'on va arriver à faire quelque chose. Il y a un livre formidable qui s'appelle « L'entraide, l'autre loi de la jungle ». Et ça me plaît beaucoup. Mais dans ce monde compliqué, vous savez, quand je suis né, on était 2 milliards. Aujourd'hui, on est 7 milliards 600 millions. On consomme plus de viande, on consomme plus de tout. On déforeste chaque année la taille de la Belgique pour faire de la nourriture pour les animaux. C'est normal qu'on se pose des questions, qu'on ne se bat toujours, mais je pense que c'est dans l'entraide. Moi, j'aime beaucoup le mot de bienveillance, de compassion, d'empathie. Dire l'écologie, c'est d'aimer la vie. Il y a les actes aussi. Quoi? Il y a les actes. Non, mais voilà, je pense que on peut tous faire quelque chose. Et nous, on est en train de lancer la fondation, par exemple, les ambassadeurs dans les écoles en Good Planet pour que les enfants, parce que les enfants, en ce moment, sont en train de se réveiller. La petite Greta. Oui, parce que la marche pour le climat, etc., enfin, les 20-30 ans, ils prennent vraiment ce combat-là à bras-le-corps. Ça, c'est le monde qu'on leur prépare. Non, mais... Je dirais plus de la responsabilité et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Bien sûr que le fait de faire, le fait de battre nous permet d'accepter tout ça. Mais le monde qui est arrivé devant nous est assez difficile et compliqué, il faut le reconnaître. Vous avez quand même dit, je ne vois pas l'once d'une solution pour le climat. Oui, parce que... Moi, j'aime pas quand vous n'êtes pas positif. Mais je vais vous dire une chose, je pense que tout le monde est dans mon cas. Moi, j'ai assisté à la première COP21 à Rio en 1992. Vous avez vu qu'aujourd'hui, chaque année, c'est de pire en pire. On consommait 85 millions de barils de pétrole par jour. Il y a 10 ans, on en consomme 95 millions aujourd'hui. On continue, on sait que les énergies fossiles... Et puis, il y a un côté très faux cul dans toutes ces réunions. Quand vous pensez que l'accord de Paris, écoutez bien ça quand même, l'accord de Paris, l'accord dont tout le monde parle, il n'y a pas le mot énergie fossile dedans, ni le mot charbon, ni le mot pétrole. Sinon, les pays producteurs ne signaient pas. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas laisser aux politiques et aux ONG le soin de changer le monde. C'est à toi et à moi de le faire. Et faisons-le maintenant tous ensemble. L'idée de la Fondation, c'est ça. Voilà. Il n'y a pas de lobby qui nous oblige à mettre du pétrole tous les jours dans nos voitures. C'est pas vrai. Voilà, c'est nous qui décidons. Et il y a des gens qui en ont besoin. C'est vrai. Et c'est avec cette même énergie que vous allez prendre en allant au domaine de Longchamp ce week-end. Vous dites la seule possibilité, c'est en fait de changer l'homme, changer ses habitudes, ses priorités, son rapport à la terre et son rapport aux autres. C'est vrai qu'on est tous pris aussi dans un paradoxe entre ce qu'on veut faire et puis la réalité du quotidien. Vous-même, c'est-à-dire que vous avez arrêté de manger de la viande, vous êtes écologiste au quotidien, mais en même temps pour le... Je continue de prendre l'avion. Exactement. Voilà. Et ça fait partie des paradoxes avec lesquels il faut qu'on se bagarre. Oui, c'est exactement. On est en permanence dans des paradoxes, voilà. Parce qu'il y a eu le progrès aussi à un moment et que là, ça veut dire c'est un retour en arrière, donc c'est un peu compliqué. Non, mais le progrès, il est là. On vit beaucoup plus vieux. Il y a beaucoup moins de mortalité infantile. Il y a beaucoup plus d'éducation. Oui, mais non, mais le progrès est quand même là. On est tous beaucoup plus riches. Il y a beaucoup moins de gens qui ont faim. Avant, il y avait une personne sur 9 qui avait faim dans le monde. Aujourd'hui, c'est une personne sur 3. Avant, il y avait les immenses famines avec des millions de morts. Ça n'existe pratiquement plus. Non, il y a un vrai progrès. Le problème, c'est qu'avec 7 milliards 700 millions d'habitants vivant comme nous, comme les pays riches, on est en train d'épuiser la terre. On est en train d'épuiser. Voilà, il n'y aura pas assez d'eau, pas assez de forêt. Et vous savez... Nous, on vit dans un monde où on croit, c'est Sylvain Tesson qui dit, on croit vivre dans un enfer alors qu'on vit dans un paradis. C'est vrai, on vit dans un pays avec des lois sociales incroyables. Il faut le dire quand même, ça, la façon dont on vit. Et quand vous vivez en Afrique, au Cameroun, et dans un pays où il n'y a pas de démocratie, pas de travail, pas de système de santé, pas d'éducation, vous n'avez qu'une envie, c'est de venir. Et je pense que la grande crise migratoire n'a pas commencé. Elle va arriver. C'est l'histoire du monde, d'aller toujours avec sa famille, chercher où on va mieux. Comment on va faire ? Qu'est-ce qu'on a à leur offrir ? Voilà. Vous savez, les Allemands, ils ont accueilli 1 500 000 réfugiés. Il n'y a pas de campement.
En France, on en a accueilli 100 000 et il y a des campements partout. On n'a pas su gérer ça, il va falloir qu'on apprenne à le gérer. C'est le début. L'humain au cœur, évidemment, de vos préoccupations. On se souvient du documentaire Human. Et vous allez nous revenir en fin d'année avec un documentaire consacré aux femmes. Oui. Parce qu'elles aussi, elles sont les premières victimes de toutes les discriminations, de toutes les guerres, de toutes les famines. C'est pas uniquement que ça, c'est un film très fort. On a fait 2000 interviews dans le monde sur qu'est-ce que c'est d'être une femme dans un monde d'hommes. Alors, c'est des interviews, vous savez, vous avez devant une caméra, c'est un peu comme aller chez un psy, et on va vous poser des questions sur votre vie, ça va durer 1 heure, 1 heure et demie, et je peux vous dire que ça vous transperce le cœur. Tout ce que les femmes ont à dire, d'abord sur la famille, sur l'ambition. Vous savez, les hommes, ils veulent réussir leur vie professionnelle. Les femmes, elles veulent réussir leur famille. C'est ce qui est le plus important. Et puis, c'est le courage des femmes. Les femmes n'abandonnent jamais. Un exemple, les enfants handicapés, les parents handicapés, c'est 85% des femmes toutes seules qui s'en occupent et qui ne lâchent pas le morceau. Dans les camps de réfugiés, les gens sont partis, c'est les femmes toutes seules que les enfants. Bien sûr, on parle un petit peu de la violence conjugale et des violences de la guerre, mais c'est surtout un film sur... je peux vous dire que moi, j'ai changé d'avis sur ma mère. Je ne l'ai sans doute pas assez aimée, je le regrette vraiment. Sur mes sœurs, sur ma femme, après avoir travaillé ce film. C'est vraiment un film qui va changer votre perception de alors, prenons date, Yann Arthus-Bertrand, ça va sortir a priori en fin d'année. Vous reviendrez nous en parler bien sûr, avec si on plaisir, est encore là. Inch'Allah. Pourquoi vous ne seriez pas là on ne sait pas, vous savez, la télévision, c'est aussi une autre écologie. Ça peut aller très vite et nous aussi, on a des tsunamis de temps en temps. En tout cas, venez tous à la Fondation Glupenage. Je serai là ce week-end pour vous recevoir. Mais vous restez avec nous parce que tout ce qui va suivre, normalement, devrait vous intéresser. On va accueillir Valère Correa pour notre Focus Bonus. Soyez le bienvenu, Valère Correa. On est ravis de vous retrouver, directeur de la rédaction de l'infodurable.fr, journaliste aussi à France Inter. Vous venez nous parler de nouvelles solutions, de solutions alternatives. En tout cas, aujourd'hui, on part d'un problème qui touche tous les jeunes parents et peut-être même des seniors. Je vous parle d'une solution qui est une innovation et en même temps, on regarde dans le rétroviseur pour innover. C'est la couche lavable. Vous savez que quand on est jeune parent ou même vieux parent et qu'on a un enfant en bas âge, la couche, c'est l'objet absolument vieux tout court. Incontournable, si vous voulez. Toujours. L'objet incontournable, c'est la couche. Et quand on commence à la regarder les yeux dans les yeux, cette couche, alors là, ça peut être un peu perturbant parce qu'on se dit, si je veux tendre vers un mode de vie un peu plus zéro déchet, c'est carrément raté. Et puis 2, oui, effectivement, chaque jour, je remplis mes poubelles de couches. Voilà. Du coup, il y a des chiffres, j'imagine, qui doivent être éloquents. Oui, ça fait un peu mal, en fait, puisque sur les 2 premières années de l'enfant, les couches représentent environ 40% des déchets ménagers du foyer. Wow, c'est quand même assez énorme. Sur les 3 premières années d'un enfant, c'est 1 tonne de couches jetables. Voilà. Et puis chaque année en France, on en produit 3,5 milliards. Et puis évidemment, elles finissent à la poubelle. Donc vous savez qu'au Japon, on vend plus de couches pour vieux que des couches pour jeunes. Ça, c'est une histoire de démographie. Démographie. C'est pas du tout recyclé. C'est pas que pour les enfants. Alors moi, je suis resté sur les couches pour les bébés ce matin. Mais enfin, pourquoi pas. On fera un dossier spécial pour toi une prochaine fois. Il y a l'aspect écologique, mais il y a aussi l'aspect sanitaire. Vous vous souvenez peut-être de ce rapport de l'ANSES, c'était il y a quelques mois, qui avait mis en avant leur étude. Ils ont étudié 20 couches communément utilisées. Elles avaient toutes des substances, en tout cas la grande majorité des substances nocives pour la santé des bébés. Donc forcément, ça a fait réagir aussi sur l'aspect sanitaire. Mais le côté pratique, j'attends de voir. Alors justement, la solution des couches lavables refait surface, en tout cas regerme. Oui, et puis contrairement d'ailleurs à ce qu'on peut imaginer, c'est pas forcément mission impossible. Moi, j'ai pas mal échangé avec des jeunes parents sur les réseaux sociaux avant de venir vous voir. Et tous m'ont dit la même chose. En fait, on avait un gros a priori, on avait très peur de la couche lavable. Mais une fois qu'on a fait le saut, on s'y fait très vite. Et finalement... Montrez-nous là. Je veux la voir. D'abord, je vais vous parler des motivations. Parce que bien sûr, on va réduire ces déchets, on va réduire aussi les risques pour la santé de bébé. Mais on va faire des économies substantielles. La couche jetable... C'est hyper cher, les couches jetables. Voilà, selon les catégories, c'est entre 1 500 et 3 000 euros sur les 3 années de l'enfant, quand on est en jetable. C'est entre 500 et 1 000 euros quand on est en lavable. Donc ça fait une sacrée différence.
Alors, si vous voulez, je peux vous parler des solutions, notamment, qui sont là pour faciliter justement le passage à l'acte. Il y en a un petit peu partout en France, et il y en a notamment une en Ile-de-France, c'est Ma Petite Couche. Alors, Ma Petite Couche, c'est une société qui est incroyable, qui est sortie dans la tête de 2 papas. Tous les deux, il y en a un qui a 5 enfants, je crois de mémoire, et l'autre, il en a 2, il me semble. Et cette société parisienne propose un service de livraison à domicile de couches lavables, et ils viennent à chaque fois récupérer les salles. Donc en fait, ils vous enlèvent les 2 gros freins. Ah ouais, mais ça veut dire qu'il faut stocker les salles. Ouais, mais ça fait du carbone, ça fait du transport. Du méthane. Parce qu'ils font ça en vélo. Ah bon? D'accord, donc ils vont au bout de la démarche. C'est un stockage qui est hermétique, on sent absolument rien. Et donc ça évite le gros frein du lavage. Alors, voilà une couche lavable. Ok. D'accord, c'est notamment celle qui est utilisée par Ma Petite Couche. Et vous voyez que ça ressemble effectivement à une couche. Quand ça a été utilisé par bébé, on peut enlever ce petit voile qu'on peut jeter dans les toilettes ou à la poubelle. C'est de la cellulose, en fait, tout simplement. Et ensuite, c'est pour le petit pipi. Voilà, ou le gros caca. Ah ouais. Et ensuite, les deux. Vous avez là, si c'est souillé, vous pouvez laver ça, laver cette protection, et évidemment, laver ça. Donc tout se lave, et vous avez là une couche lavable qui est aussi efficace qu'une couche jetable, évidemment, sauf que tout est lavable. Donc, on garde ça à la maison et on leur donne ça. Non, vous leur donnez tout. Ok, d'accord. Exactement, vous leur rendez tout. Et pour conclure, du coup, parce que c'est super, Ma Petite Couche, donc. Voilà, c'est Ma Petite Couche. Alors, c'est disponible sur Issy-les-Moulineaux, Boulogne, Paris 15e et Vanves. Il y a une liste d'attente de 700 Parisiens qui aimeraient en bénéficier. C'est dire si ça marche. C'est dire si ça marche et s'il y a une attente. Sinon, ils font de la location un peu partout en France. Si vous voulez en savoir plus, c'est mapetitecouche.fr. Un dernier petit truc, il y a de plus en plus de sociétés et d'associations qui se mobilisent pour les collectivités, maternités et crèches. Ça, c'est très important parce que ça donne aussi l'exemple aux parents et ça permet de changer de paradigme dès le début et donc dès le plus jeune âge de l'enfant. Voilà, nous, on adore ces initiatives. Vous parliez de mieux vivre ensemble. Alors, vous êtes ici en terrain ami. Vous voyez, nous, on ne fait que ça, on ne parle que de ça. Et on se retrouve assez nombreux autour de cette table. Merci beaucoup, Valère Correa. On va repartir voir Raphaël Yem qui nous a promis une baignoire de chocolat. Alors, ça marche pas très bien, ou alors il est en train de tout manger, ou alors de se dévêtir avant de rentrer dans la baignoire de chocolat. Donc, on le retrouve dès que la liaison est un petit peu rétablie. On va vous parler musique. Vous aimez ça, la musique? Il y aura des ateliers de percussion, notamment ce week-end au domaine de Longchamp. Richard Lornac qui vient avec son piano tout le dimanche. Qui est bien connu justement sur France Inter. Voilà. Et justement, notre prochain invité, il est musicien, il est auteur, compositeur, interprète. Il a aussi le souci de l'écologie. On est ravis de l'accueillir. C'est Charles-Élie Couture et c'est notre vue d'ensemble. Soyez le bienvenu, Charles-Élie Couture. On est ravis de vous avoir. Vous serez ce vendredi au Trianon. En présence de Yann, c'est un honneur. J'admire son travail. Moi, je parle, moi, je suis la voix, mais lui, il agit. Et vous êtes un peu les deux, non vous, en chantant, vous agissez quand même. Le mot grec poéim vient du mot agir, faire. C'est un vrai poète, lui. Voilà. En tout cas, il organise dans le bon sens du terme. notamment des stages de percussion ce week-end au domaine de Longchamp. Et vous, vendredi, vous serez au Trianon pour interpréter ce nouvel album, Même pas sommeil, qui est sorti en début. Mais peut-être vous pouvez y aller, faire un petit bœuf là-bas au domaine de Longchamp. Il m'a dit oui tout de suite. Voilà, c'est pas une affaire rondement menée, ce qu'on adore. Je le disais, vous aussi, vous avez le souci de l'écologie. Alors, c'est pas neuf. Il y avait cette chanson en 84, La Petite Rivière, mais dans cet album précisément, 2 titres. Ta descendance, Les heures caniculaires. Pourquoi? Parce que vous avez toujours eu peur, vous avez de plus en plus peur, vous partagez le diagnostic de Yann Arthus Bertrand, on ne peut être que pessimiste. Disons que quand moi j'étais jeune et qu'on parlait de toujours, ça n'avait pas de fin, c'était illimité, toujours, c'était pour toujours. Ça se comptait éventuellement en milliers d'années, dizaines de milliers d'années, etc. Aujourd'hui, on est face à des chiffres qui ne font que nous mettre dans l'évidence que plus ça va, on a beau tirer des sonnettes d'alarme, que plus on consomme. Donc, je lisais 3 billiards de déchets dans l'océan, les océans qui s'acidifient. Les continents de déchets. Etc. Et on a beau le dire, et les gens continuent comme si de rien n'était, avec un smiley. De moins en moins, quand même. C'est vrai que ce qu'on disait, la génération des 20-30 ans... les décisions, elles doivent être prises, elles ne sont pas prises. Et on a beau dire, on a des comportements
comportement citoyen nous-mêmes en essayant d'obéir à ce qui nous est dit. Mais il y a des décisions qui doivent être prises. C'est pas les politiques, c'est un manque de courage de nous tous. On est accro à notre confort. Je regardais aussi ce que coûtait d'envoyer un email. T'as vu, d'envoyer un email, c'est fou. Ça consomme énormément. On est dans un. Mais j'adore ce qu'il fait parce que lui, c'est un vrai artiste. Il dessine. On va y revenir. C'est vrai parce qu'il est artiste complet, quoi. Il y en a pas beaucoup. Hein. Non. Voilà. Et ben justement, vous le savez, la musique adoucit les mœurs. Nous, on avait envie d'entendre justement un morceau de Toi, ma descendance. Volontiers. Écoutez. Allons-y. Quand le vent se lève, quand la terre souffre tant, quand les mots de tous les psaumes n'y peuvent rien changer, quand les typhons, les tornades et les rats de marée, quand l'avancée des déserts et les rivières asséchées. Oh, je pense à toi, toi ma descendance, comment survivras-tu à cette putain d'ingérence? Putain d'ingérence. Alors, vous parliez de la petite ceinture. Ok. Alors. De quoi on parle, messieurs? Ceinture. C'est là il a tourné le film, c'est autour de Paris, quoi. Ouais. Il y avait une espèce de train. C'était génial. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté ça, quoi? C'est ridicule. Par exemple. Par exemple. Vous l'avez toujours revendiqué, le rôle d'un artiste, c'est d'avoir des choses à dire, de mettre des choses dans ses chansons. Bien sûr, d'émouvoir, de toucher, de faire danser ou qu'importe, mais c'est aussi de dire des choses. Vous serez donc ce vendredi sur la scène du Trianon. Trianon qui a accueilli Jacques Brel, Miss Tinguette, La Goulue. Ça va être un moment un peu d'histoire aussi. Disons que enregistrer un disque c'est une chose, mais aujourd'hui c'est faire des disques c'est quand même. Mais vous vous dévoilez en fait. Continue. J'arrête, d'accord. Non, mais je sais pas. Okay. On a le choix. Tu veux que je te parle quoi? Faire un disque c'est un prétexte en fait. Monter sur scène c'est ce qui nous donne l'occasion de partager avec les gens la vérité de ce qu'on fait, parce qu'après tout. C'est dans cette communion avec le public que la musique prend son sens. Donc, le Trianon, c'est pas n'importe où en plus. Le Trianon, mais toutes les dates ont de l'importance. En fait, ce qui change, c'est l'amplification. Plus on joue dans des grandes salles, plus le système est grand, mais l'intention et ce qu'on aimait, c'est la même chose. Vous allez interpréter bien sûr des extraits du dernier album, Même pas sommeil, mais aussi vos tubes. C'est pas un peu agaçant pour un chanteur de devoir toujours chanter les tubes? Disons qu'il y a une partie de mon travail que les gens connaissent et qui ont envie de l'entendre. On les revisite et on change les arrangements, donc ça leur donne de la réalité. Puis le but, il est quand même d'être transgénérationnel, de passer au-delà du moment arrêté que c'était à cette époque-là. Non. Je vais vous titiller. Il y aura comme un avion sans aile. Oui, il y aura comme un avion sans aile. C'est une chanson sur l'enthousiasme qui dit même si tu n'as pas d'aile, même si on t'a coupé les vivres, continue de faire ce que tu as à faire. Continue. Donc, oui, c'est plaisant à la partager avec le public. Puis les salles sont pleines, donc c'est super. Parce que votre album est très beau. Merci. Alors, vous le disiez, Yann Arthus-Bertrand, en effet, Charlélie Couture, c'est un artiste complet, multiste, vous dites d'ailleurs, parce qu'il y a la poésie, la musique, la chanson, bien sûr, la peinture. Vous avez une exposition en cours dans le Sud en ce moment, la sculpture et aussi la photographie. Aussi, la photographie. Tu ne me l'avais pas dit, ça. Voilà. J'ai fait plusieurs bouquins de photographie. Et vous avez déjà fait des photos vues du ciel? Quelques-unes, mais tiens, celle-ci est un J-Paët, une photo de Vincent Munier, que vous connaissez sûrement. Un grand photographe animalier. Et pourquoi ce faucon? Parce que c'est un faucon, oui. Non, c'est un vautour. C'est le plus grand des vautours, le J-Paët. Parce que Jean-Michel Animaux. À la différence des carnassiers qui tuent, le vautour se nourrit de carcasses. Et donc, le J-Paët a une particularité, c'est qu'il mange des os.
Il Et donc il casse prend les os, même. il les fait tomber de très très haut pour pouvoir manger ce qui est à l'intérieur. C'est un des rares vautours qui ne mange que des os. Mais en plus, c'est le gypaète. Magnifique oiseau. Il a la même double barbe que vous. Justement, Yann Arthus, vous avez... Très belle, après ça, en espoir, bonne réintroduction du gypaète. Voilà, ça c'est un truc qui est positif. Vous avez commencé par la photographie animalière. Oui. Vous dites même que c'est un lion qui vous a tout appris. Je voudrais que vous reveniez sur ce début. Mais moi, je rêvais de devenir scientifique. Mon idole, c'était Jane Goodall, qui avait étudié les chimpanzés. Je voulais faire la même chose. Et il y a un truc qui est formidable en France, c'est que même si vous n'avez aucun diplôme, vous pouvez passer un doctorat. Donc, vous arrivez, dites, je passe un doctorat, vous trouvez un directeur de thèse, et puis vous n'aurez pas le droit de... Vous aurez le titre, mais vous n'aurez pas le droit de travailler à l'université. Et donc, en 30 ans, j'ai décidé de passer un doctorat avec ma femme, Anne, sur l'étude des lions. Et donc, on est parti au Kenya. Et ma femme écrivait beaucoup mieux que moi, parce qu'elle avait une licence de lettres par la suite, un doctorat de lettres. Et moi... j'avais demandé à Pierre Pfeffer, qui était mon directeur de thèse, l'autorisation de le faire en photo. Je n'étais pas photographe, mais je me disais que la photo amène une information qu'on ne pouvait pas donner par l'écriture. Et c'est vraiment... Et j'ai passé 3 ans à photographier les lions. Tous les jours. Tous les jours. Et ça m'a appris la patience. Ça m'a donné quelque chose qui est important, c'est le sens de la beauté évidente. Pas la beauté fabriquée, quoi. La beauté, elle est là, elle est devant toi, t'as qu'à la saisir. Et moi, je suis vraiment, on me l'a un peu reproché dans le monde d'artistes contemporains, mais moi, l'esthétique, la beauté du monde, c'est quelque chose qui m'impressionne. Il y a sans doute rien de plus beau qu'un grand chêne dans un champ, quoi. C'est énorme. Et cette beauté-là, elle m'habite complètement. Et en travaillant, j'ai donc appris la photographie avec les lions. Mais le problème, c'est que à cette époque-là, on travaillait avec des rouleaux de films, du Kodachrome, et je voyais mes photos 1 an après, quand je rentrais pendant la saison des pluies. Donc je travaillais sans voir ce que je faisais. Et c'est vrai que ce sont vraiment les lions, et c'est peut-être le moment les plus heureux de ma vie, parce que j'étais amoureux. Est-ce une réflexion amoureux du lion ou amoureux en général? J'étais amoureux même de ma femme, Okay. des 2 enfants qu'elle avait. Mais surtout, c'est un truc important. Quand vous êtes heureux dans la vie, il faut le savoir. Et quand il faut le savoir, il faut savoir en profiter. Et je me rends compte que j'étais très heureux sans me rendre compte que j'étais heureux. Donc, ce sens du bonheur, de dire, ben voilà, là on est bien, profites-en complètement. Ouais. Et c'est un truc que ça qu'on a un peu oublié, profiter de l'instant présent, profiter du bonheur quand il est là. Et nous, on profite de vous et vous nous rendez très heureux d'être sur notre plateau. Nicolas, on va se faire un petit duel. Allez, très bien. Un petit duel entre Yann et Charlélie. Duel amical. Duel amical. Le duel du bon citoyen. Poubelle jaune, poubelle verte, poubelle bleue, orange, grise. Vous triez ? Je trie, je pré-trie, et puis quand je suis à la campagne, je fais du compost. Voilà. Ah bah, c'était une des questions d'après. Vous compostez aussi? Moi, je surtrie, mais moi, j'habite la campagne, donc j'ai un compost. Mais je trouve qu'on ne trie pas assez. Non, je trouve que, par exemple, moi, dans ma poubelle, je mets le plastique avec le fer. Est-ce que je dois laver ma boîte de sardines avant de la mettre? On a fait un bon dossier dans cette émission. Le yaourt, pas besoin de laver. Et donc, on ne trie pas assez. Et les bouteilles de plastique, par exemple, en Allemagne, il y a un appareil où vous pouvez donner de l'argent. C'est-à-dire quand vous amenez vos bouteilles de plastique et vous avez un bonus sur vos achats. On devrait avoir ça partout, c'est évident. Ça va peut-être arriver. Mais il devrait y avoir aussi des broyeurs. Je trouve que pour compacter, on en fait. pas assez, et du coup, c'est idiot, quoi. Les emballages, c'est dingue. Ouais, les emballages. Bon, quand vous êtes tout nu, sous la douche, vous coupez l'eau pour vous savonner? Ah oui, évidemment. Moi non. J'adore l'eau chaude. Et surtout, je n'utilise que des savons et jamais de savons industriels qui sont, eux, à base de pétrole. Alors, produits bio, produits de beauté bio, c'est ça? Beauté, moi, j'aime pas produits de beauté, j'aime pas tellement. Non, mais d'hygiène, on va dire d'hygiène alors. Qu'est-ce que tu mets comme crème le matin, toi? Moi, j'utilise des savons, pareil. C'est un savon de barbier. Ouais, à l'ancienne. Est-ce que vous faites vous-même votre dentifrice? Ah, non. Non, ça, non. Vous savez que ça se fait? Oui. Eh ben, il faut vous y mettre, hein, les gars. Vous cyclez? Vous faites du vélo? Vous êtes encore au diesel ou à l'essence? Moi, je fais beaucoup de vélo. À New York, j'étais vélo. Ici, je suis scout. Pourquoi? Parce que c'est scout électrique. Toujours. C'est moins pratique le vélo à Paris parce que je m'y prends à la dernière minute, que les distances sont plus grandes et que j'ai plus de trucs à faire. Et surtout, je me trimballe avec souvent mon matériel sur le dos. La guitare. Ce qui est le cas aujourd'hui. C'est sympa le musicien qui vient faire une émission de télé avec la guitare dans le dos, j'adore. À l'ancienne. J'adore ça. Ménestrel. Votre bilan carbone, entre les allers-retours Paris-New York et vous, les tours d'hélico pour photographier les mangroves. Alors, il y a très longtemps. Alors, l'hélico, on me l'a beaucoup reproché. Je suis le premier d'ailleurs à l'avoir dit moi-même directement. Je compense avec
Si vous voulez compenser vos vols avec le Good Planet, nous faisons la compensation carbone solidaire. On aide des familles à vivre. Bon, c'est compliqué, mais c'est assez vertueux, mais c'est pas l'idéal. C'est vrai que je prends trop l'avion, évident. Et je suis pas très loin d'annoncer que je prendrai plus jamais l'avion. Je suis pas très loin de le faire. Plus ça va, la petite Greta m'a fait... Il y a un article formidable sur la Suède aujourd'hui où il y a tout un mouvement. Il y a les gens qui ont honte de prendre l'avion parce que les Suédois prennent 15 fois plus l'avion. Mais ils habitent plus loin. Hein, ils veulent du soleil. Ils veulent du soleil. Aujourd'hui, les tournées se passent en train, nous, par exemple. On utilise beaucoup moins les véhicules pour... Le tourbus, le fameux tourbus. Quand vous pouvez éviter. Une petite dernière, les toilettes sèches. Alors, vous allez vous y mettre? Non. Sans bombe désodorisante parce que ça tue les autres. Non, mais ça marche pas si mal que ça aujourd'hui. Toilettes sèches, ça marche pas si mal. On avait même. On a un peu l'impression je vais vous dire un truc. On avait même pensé. Vous savez que nous, on fait des réservoirs à méthane en Inde. On a même pensé avoir des toilettes à la fondation où avec la merde, ça fait du méthane. Vous savez que c'est vrai. Et on voulait faire la cuisine avec la merde, avec la merde des touristes. Tout le monde m'a dit, mais t'es complètement fou. Tu vas voir l'image que ça va donner. Et il y a des voitures en Chine qui marchent comme ça. Il y a marqué en gros en chinois, je marche avec du caca. Et je trouve ça rigolo. Bon, voilà. Sans aucune transition, je vous propose c'est des couches cette chocolaterie. Le Févier d'Or, chocolaterie équitable et solidaire avec Raphaël Diem. On vous a loupé tout à l'heure, mais ça nous a donné envie, quoi qu'il en soit. Ça y est, vous m'avez retrouvé les amis, je suis content d'être avec vous parce que j'avais vraiment envie de vous parler de ce chocolatier, pas comme les autres. Tout à l'heure Nadine nous l'a dit, ça fait vivre 150 petits producteurs de cacao. Là-bas au Cameroun, c'est à peu près 150 familles, plus de 1000 personnes, c'est énorme. Et en même temps, on est aussi dans une chocolaterie solidaire ici de l'autre côté de la planète en France. Je vous présente Jérémy qui est le chocolatier. Comment ça va Jérémy? Très bien, merci. J'imagine qu'on en... On traite une association. Plein préparatifs. Est-ce que vous m'entendez toujours sur le plateau, les amis? Absolument, Raphaël. Je vous en prie. Très bien, ok. Excusez-moi, je pensais qu'on avait perdu le duplex comme tout à l'heure. Là, on est en train de préparer, j'imagine, les livraisons pour Pâques, là. C'est ça, tout à fait, on est en plein dedans, là. Donc, vous avez vu, on a des œufs, on a des petits hippopotames, j'ai le gant, je peux le faire. Vous avez vu cet œuf comme il est magnifique. Quand tu es arrivé en tant que chocolatier ici, est-ce que tu savais que tu allais travailler avec 80% de personnes qui sont en situation de handicap? Oui, j'avais été prévenu à l'entretien d'embauche en fait. Et alors, ta réaction, parce que c'est quand même un chiffre énorme et on en est content, vraiment, c'est un vrai exemple. Hein. Ouais, mais moi c'est quelque chose qui me dérangeait pas du tout. Après, j'avais jamais fait non plus, mais voilà, je me suis mis dedans et ça se passe très bien. Bon, par exemple, là, on travaille avec Eva qui est ici. Eva, elle est malentendante. Et c'est quoi ton métier, Eva, ici? Alors, c'est quoi son métier du coup? Eva, elle est pâtissière, et là, elle apprend le chocolat, du coup, avec moi. Et alors, Eva, du coup, travailler dans cette entreprise, qu'est-ce qui fait que c'est, je sais pas, peut-être plus agréable qu'ailleurs? Alors moi, je signe pas encore, hein, les amis. Hein. Alors, en fait, ce qui lui plaît, c'est de pouvoir travailler avec des gens entendants. Et voilà, de pouvoir s'intégrer en fait complètement à la société et enfin à l'entreprise. Voilà, je vous l'ai dit, dans une entreprise vraiment pas comme les autres. Faites vos commandes à Pâques ici, n'hésitez pas via le site internet du Févier d'Or. Vous pouvez venir directement ici leur rendre visite. Ils vous feront visiter aussi. Et il y a un crowdfunding qui est lancé. Allez sur leur site internet, vous allez tout savoir. Les amis, je vous retrouve demain. Je serai en duplex de Paris. Salut. Merci beaucoup, Raphaël. Et vous avez convaincu nos deux invités peut-être de participer au crowdfunding. Bien sûr, il faut y aller. Hein. On donne une occasion. Exactement, voilà. C'est à Saint-Ouen-l'Aumône. Demain, Raphaël sera à la Goutte d'Or. On répondra à vos questions autour des contrats de mariage. Idriss Niang de l'association Agir Ensemble sera avec nous. Il s'occupe des jeunes des quartiers de Drancy. Et puis Rokhaya Diallo sera avec nous aussi. Elle sort un livre d'empowerment qui est vraiment hyper inspirant. Merci à tous les deux. Le Trianon vendredi, ce week-end à Good Planet. Tous Good Planet. Mais on y sera. Vous savez quoi? On y sera. Attention à vous. Avec Salut. vos enfants, en famille.